J'ouvre le second débat de ce Sens Public, je vais vous demander de rester en place quelques secondes, débat thématique pour poser un grand enjeu des élections municipales. Alors on va parler plusieurs fois par semaine ou chaque semaine, sécurité, déserts médicaux, logement, ingérences étrangères. Ce soir sera la question des transports que je vous propose. Un exemple, les bus et tramways gratuits mis en place il y a plus de 2 ans à Montpellier. Le bilan signé Clément Guillonneau. Valider son titre de transport en montant dans le tramway, ici, c'est complètement démodé. Depuis 2 ans, les habitants de la métropole de Montpellier bénéficient d'une gratuité totale dans les transports. Les transports, c'est très cher, donc tant mieux si on les paie pas, c'est bénéf. C'est très pratique parce que du coup, on se pose plus la question est-ce qu'on prend la voiture, est-ce qu'on prend le tram. Le tram et le bus, ils arrivent en premier quand on pense à comment se déplacer à Montpellier. Il n'y a pas le côté acheter la carte, renouveler son abonnement et tout ça. C'est très pratique, ça fait gagner du temps. Et je pense que ça incite quand même à prendre un peu plus les transports pour ceux qui n'avaient pas l'habitude. Une mesure sociale avant tout, mais aussi environnementale, puisqu'elle vise entre autres à améliorer la qualité de l'air en réduisant l'usage de la voiture. Si une large partie des Montpelliérains apprécient de ne plus avoir à mettre la main au portefeuille pour se déplacer, certains se montrent plus sceptiques. Sur le principe, la gratuité, c'est une très bonne chose. Et effectivement, moi je suis étudiant, ça me fait un budget en moins. Mais le souci, c'est que cette gratuité, elle s'accompagne aussi d'une dégradation de l'offre. Par exemple, c'est 62% des bus seulement qui sont arrivés à l'heure en 2024. Donc ça, c'est une problématique pour les usagers qui attendent un service public fort et fiable. Un avis partagé par certains opposants politiques de la ville, mais aussi par la Cour des comptes. Dans un rapport paru en septembre 2025, l'institution a pointé du doigt un manque à gagner dommageable, comme l'explique cet économiste. La gratuité n'existe pas. En tant qu'économiste, chaque euro qui n'est pas collecté est un euro qui est perdu pour d'autres types d'investissements. Et notamment les 34 millions d'euros de perte de recettes pour Montpellier auraient pu être réinvestis dans les transports. C'est-à-dire qu'on a là véritablement un manque à gagner pour développer l'offre de transport. Pour la vice-présidente de la métropole en charge des transports, il ne faut pas voir la gratuité comme une mesure isolée, ni comme un frein au développement du réseau, mais au contraire comme une brique dans la stratégie mobilité globale de Montpellier. Elle défend son bilan. Aujourd'hui, nos résultats montrent que sur la part totale des déplacements qui sont réalisés sur la métropole, entre 2020 et 2025, c'est moins 26% de déplacements réalisés en voiture, plus 50% réalisés en transport en commun. Nous avons une offre complète qui concerne aussi bien la marchabilité, la sécurisation des aménagements cyclables, l'augmentation de l'offre de transport, l'augmentation de la sécurité dans le transport. À l'approche des élections municipales, plus de 13% des Français jugent la thématique des transports en commun importante. En France, si la gratuité totale ne fait pas l'unanimité, une quarantaine de villes l'ont déjà instaurée pour leurs habitants. Voiture, vélo, transport public, voilà les alternatives. La question qui fâche, qui dans certaines villes embrase les débats municipaux. Et je vous présente tout de suite mes invités. Franck Dersin, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénateur, centriste du Nord, membre de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ici au Sénat. Marie Huyghe, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes docteur en urbanisme, consultante sur la mobilité durable en milieu rural. Camille Seloz, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste transport chez le confrère de Contexte. Et Anne-Charline Bézina, évidemment, toujours à mes côtés, constitutionnaliste, c'est gentil, éditorialiste pour Sens Public. Alors, il y a plein de thèmes dans ce débat. On va commencer par cette question de gratuité des transports en commun, Franck Dersin. Je crois que c'est le cas à Dunkerque. Ah oui, on a été... Et alors, vous dites quoi? Le bilan est bon? Le bilan est bon, oui, puisque Patrice Vergrit a lancé cela juste après les élections en 2014. Je dirais les résultats aujourd'hui, plusieurs années après, montrent que, la population adhère à plus de 95%, et deux, il y a eu de vrais résultats. Alors effectivement, les résultats ne se font pas du jour au lendemain. Il est vrai que sur les 2 premières années, ceux qui ont pris le bus au départ, c'était plutôt des gens qui étaient à pied et en vélo. Alors on dit, oui, c'est quoi? Il n'y a pas moins de voitures dans la ville. Il n'y a pas moins de voitures. Ouais. Et petit à petit, si vous voulez, dans certains couples, foyers, on a vendu la 2e voiture et de plus en plus de gens maintenant ont abandonné la voiture pour prendre le bus. Mais je reconnais, cette gratuité, elle ne peut pas se faire partout. Pourquoi elle a pu se faire à Dunkerque?
parce qu'on a un réseau, c'est une agglomération de 220 000 habitants, on a un réseau qui n'est pas du tout en étoile. Vous savez, en face, c'est les poissons, hein, c'est la mer du Nord, voilà. À droite, c'est la Belgique. Donc, c'est un réseau qui est tout horizontal, donc qui n'a pas une amplitude très forte. Et deuxièmement, la communauté urbaine a renoncé à 4,5 millions d'euros de recettes, ce qui est assez peu. Et troisièmement, la communauté urbaine de Dunkerque est un territoire qui est quand même industriellement, financièrement très riche. Oui, effectivement, on parlait de la réindustrialisation à Dunkerque qui est souvent montrée en exemple. On l'évoquait dans l'un de nos débats la semaine dernière. Parce que la question des finances, elle est effectivement centrale. Marie Huyghe, dans un rapport qui a été publié en septembre dernier, la Cour des comptes taclait en quelque sorte la gratuité des transports, coûteuse et inefficace. Les termes sont peut-être un peu violents, mais est-ce que c'est une mesure trop lourde pour les finances locales? C'est une question qu'on peut légitimement se poser. C'est exactement ce que disait M. Darcin. En fait, ça dépend de quelle collectivité on parle. Il y a des collectivités les plus petites, en fait, dans lesquelles les billets rapportent tellement peu qu'en fait, se priver de cette manne financière, ça ne change pas grand-chose. En revanche, quand on parle de grosses collectivités, Montpellier, mais Dunkerque, ça a été dit aussi, Paris, là, si on se prive de cette manne financière, c'est un gros manque. Et le problème, c'est que certes, on passe le réseau totalement gratuit, mais après, on ne peut plus le développer. Et donc, on ramène des gens dans les bus, mais en fait, au bout d'un moment, les gens sont frustrés parce que, en fait, le réseau ne se développe pas, il n'est pas forcément de très bonne qualité. Donc, la gratuité peut être intéressante, et on va y revenir, mais pas partout. Et le problème, c'est aussi que pourquoi est-ce que les gens montent dans le bus ? Pas parce qu'il est gratuit, mais parce qu'il répond à leurs besoins. D'ailleurs, il y a une enquête Keolis-Ipsos qui est sortie il y a quelques semaines qui montre bien qu'il y a 10% seulement des répondants qui demandent à ce que les transports en commun soient moins chers. Donc ce n'est pas une demande citoyenne, la gratuité. Ce que les gens veulent, c'est juste une réponse à leurs besoins. Oui, effectivement, Camille Solos, c'est presque plus la densité du réseau qui explique qu'un habitant va abandonner sa voiture au profit des transports publics, plus que le coût, c'est ça ? Oui, c'est un peu le maître mot du secteur qui dit qu'il faut d'abord développer l'offre, que c'est ça la priorité. C'est la fameuse expression d'un choc d'offres que tout le monde essaye de défendre. Et pour un choc d'offres, en fait, il faut de l'argent à la fois pour payer les investissements et après pour payer le fonctionnement de ces transports. Et effectivement, les études montrent que ce que les jeunes veulent, c'est de la fréquence, de la performance, éventuellement aussi de la sécurité dans ces transports, et qu'ils peuvent avoir un sentiment parfois que quand c'est gratuit, en plus, le mode est un peu moins respecté, il est plus dégradé, et ça peut donner un sentiment un peu négatif, ce que certains ont vécu à Montpellier, justement. Deux questions, deux réactions. Yves qui nous écrit de Paris, les bus et métros sont souvent bondés ou en retard. Pourquoi parle-t-on de gratuité ou d'augmentation tarifaire alors que le service reste à revoir? Donc lui, il voudrait d'abord un service amélioré. Et puis Gaël qui nous écrit de Rouen. Ok, mais si le bus devient gratuit pour tout le monde, c'est nous qui allons payer avec nos impôts. C'est pas absurde, monsieur le sénateur. C'est-à-dire cette question effectivement de la manne financière que représente le fait de payer pour ces transports publics, c'est quand même aussi l'avenir du réseau lui-même qui est en jeu. Oui, alors, dans le reportage d'avant, on entendait un monsieur dire rien n'est gratuit. Évidemment que rien n'est gratuit. Tout se paye. Et à Dunkerque, non seulement il y a eu la gratuité, mais il y a eu le choc d'offres. C'est-à-dire les gens, effectivement, ils prennent le bus pas simplement parce qu'il est gratuit, mais parce qu'ils décident un moment de sortir et ils savent que dans 5 minutes, au plus tard, un bus va passer les prendre. C'est ça qui est aussi attirant. Après, c'est nos impôts. Enfin, c'est surtout les impôts des entreprises. Je dirais, c'est payé par le versement mobilité. C'est 0,2% de la masse salariale brute des entreprises. Donc, c'est souvent, je dirais, les entreprises, le MEDEF est assez contre, d'ailleurs, ce genre de choses. Parce que pour pouvoir faire cette gratuité, évidemment, on est allé au taquet, au maximum de ce versement mobilité. Donc, c'est pas forcément, si vous voulez, les habitants eux-mêmes qui vont payer, ce sont les entreprises, mais ce sont aussi les entreprises qui en bénéficient parce que les salariés sont transportés, je dirais, de chez eux jusqu'à l'entreprise. C'est un élément d'attractivité d'un territoire et d'une ville, petite ou moyenne notamment, qui est évidemment majeur. Observatoire de la mobilité, 9 Français sur 10 souhaitent le développement des réseaux de transport en commun. C'est pas très, très étonnant, mais je voulais quand même qu'on voit cette quasi-unanimité. Est-ce qu'ils sont vieillissants, Marie Huyghe, nos réseaux de transport? La question, elle est un peu trop générale. Ça va dépendre des villes, de la richesse des collectivités locales, etc. etc. Ouais, mais alors, moi, je ne saurais pas répondre sur est-ce qu'ils sont vieillissants ou pas. Je reviendrai juste sur les 9 Français sur 10 veulent des transports en commun. Le fait, c'est qu'en zone rurale, par exemple, je suis plutôt spécialiste, les transports en commun, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Donc il faut, à mon sens, sortir aussi un peu de ce mythe du
pour proposer une alternative à la voiture, il faut du transport en commun partout. En rural, ça n'a pas de sens, en fait. Donc, c'est-à-dire développer des lignes de bus. Vos lignes de bus, elles seront vides la plupart du temps. D'accord. Vous n'aurez jamais suffisamment de fréquence ou de durée de transport compétitive avec la voiture pour que ce soit séduisant. Donc, en fait, le transport en commun, ça peut faire partie du fameux bouquet d'offres, mais pas partout, pas tout le temps. Donc, je pense que ce vers quoi il faut aller, c'est vraiment un choc d'offres avec du bus quand c'est pertinent, mais aussi tout le reste. Oui, on en parlera de l'offre en milieu rural. Évidemment, c'est très, très important. Il y a beaucoup de nos téléspectateurs, téléspectatrices qui doivent être en train de se dire « vous n'allez pas seulement nous parler des grandes villes dans ce débat, vous inquiétez pas, on va évidemment parler de tout le monde. » Mais peut-être une question un peu politique, Camille Solos. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment... on a un peu volontairement dramatisé notre titre en disant que cette question des transports, elle pouvait embraser les municipales. C'est un enjeu majeur des élections pour vous ? Alors sur la gratuité, en tout cas, on sent bien que dans les programmes des différentes villes, ça monte. C'est le cas emblématique, c'est Lyon, où Jean-Michel Aulas, qui est candidat et assez favori, en avait fait sa première promesse de campagne pour lancer sa candidature. Preuve que ça parle à tout le monde, c'est très concret, c'est simple à comprendre. Après, c'est une mesure qui est très critiquée, en réalité, par le secteur des transports lui-même, qui voit que les recettes risquent de manquer, par le patronat, qui dit du coup, c'est nous qui allons payer. Par aussi même des gens qui disent on peut imaginer d'autres choses. Ce qui est souvent défendu plutôt, c'est ce qu'on appelle la tarification solidaire. Il y a des gens qui ont les moyens en fait de payer leur transport en commun, qui gagnent bien leur vie, et parfois vous avez des gratuités complètes ou des semi-gratuités, par exemple pour des classes d'âge, les plus de 60-65 ans, les jeunes. Et certains disent en fait on pourrait faire plutôt des tarifications selon les revenus. Ça aurait plus de sens que pour certaines personnes ce soit gratuit, pas pour tout le monde. Tiens, un mot là-dessus. Tarification solidaire, on peut réussir ça sans créer une usine à la gaz à la française ? Mais absolument. Je pense que pour ces grandes villes qui veulent faire la gratuité, la tarification solidaire est la meilleure des solutions. Parce que pour effectivement, d'ailleurs à Lyon, je pense qu'il est déjà en train de revenir un peu en arrière, Aulas, sur cette gratuité. Et à Montpellier, on sait que ça va finir par coûter très cher et que ça peut justement aller sur ce que vous avez dit, madame, c'est-à-dire un vieillissement ensuite, c'est-à-dire un manque d'investissement. Voilà. Donc la tarification solidaire est pour moi la meilleure des réponses. Mais on est, vous l'avez dit, en pleine campagne électorale et vous remarquerez qu'à chaque fois, ce sont les oppositions qui viennent dire à la majorité en place « Ah, votez pour nous et vous aurez la gratuité », sans savoir derrière tout ce que cela implique financièrement. Question de Jean-Jacques de Paris. Les transports gratuits ne permettent-ils pas de dynamiser les commerces en centre-ville et donc d'avoir des retombées financières indirectes pouvant compenser en partie la prise en charge du coût du transport ? Je ne sais pas qui peut ou veut répondre à ça. Marie Huyghe. Encore une fois, est-ce qu'il faut aller vers de la gratuité totale ou est-ce qu'on peut penser par exemple la gratuité le week-end si on veut dynamiser ou certains jours, les week-ends avant Noël, bref. La gratuité totale, je pense, pose trop de problèmes par rapport à ce qu'elle peut permettre. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Bon, ok. Peut-être un petit point juridique, la tarification solidaire, ça veut pas dire grand-chose en termes de mise en œuvre législative, étant donné qu'en fait la tarification, il faut ou qu'elle soit la même pour tous les usagers ou qu'elle soit modulée suivant des critères qui soient acceptables par la loi. Donc c'est-à-dire l'emploi, l'âge, mais la solidarité n'est évidemment pas un critère qui rentre en compte. Donc il faudra quand même, à mon avis, travailler un petit peu plus en amont les dossiers et on voit bien qu'on rentre dans une usine. Camille Solos, on entend ces termes-là, Anne-Charlène, on entend ces termes-là dans les campagnes électorales en ce moment ? Oui, en fait c'est une expression qui recouvre surtout le fait de tarifer, c'est selon les revenus en réalité, pour permettre aux plus démunis de prendre gratuitement les transports en commun. Ce qui n'est pas sans effet non plus, parce que c'est souvent des gens qui sont un peu loin des procédures administratives et donc on se rend compte qu'ils ne les sollicitent pas toujours. Il faut parfois donner preuve qu'on est au RSA. Or, les gens ne demandent pas toujours le RSA alors qu'ils y ont droit. Enfin, là aussi, on peut rentrer dans des choses administrativement un peu compliquées aussi. Alors, quand on parle transport, il y a évidemment une question de périmètre de pouvoir, tout simplement. Et c'est ce que vous avez voulu aborder, Anne-Charlène, de la centralité de cette question, en quelque sorte. Oui, parce que c'est vrai que j'estime que ça va être un des débats majeurs de 2026 et ce qui est quand même une
une forme d'évolution historique, étant donné que c'était pendant très longtemps une compétence dont personne ne voulait. Oui, effectivement. Alors moi, je vais vous parler un peu d'histoire, d'abord en commençant en 82, notamment avec la notion de droit au transport qui émerge. Et c'est vrai qu'en fait, en 82, on se dit que c'est les communes qui vont agir, mais évidemment, petit à petit, ce sont les intercommunalités qui vont acquérir de plus en plus de poids, avec une question épineuse, et je voudrais vraiment mettre l'accent là-dessus, parce que c'est encore une problématique qu'on rencontre aujourd'hui, qui est celle des périmètres. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment pertinent de rester dans le cadre de la seule commune, alors qu'on l'a dit, en ruralité par exemple, les distances sont importantes. Et donc, on développe des notions un peu plus modernes, comme notamment la notion de périmètre de transport urbain, PTU, qui va justement amener à ce que tout le monde, finalement, travaille sur les transports, départements, régions. Et des intercommunalités aussi. Des intercommunalités. Et donc, on voit très vite qu'en pratique, eh bien, tout le monde va être un peu omnicompétent sur cette question. Alors, il y a une date importante, hein. La date importante, c'est 2019. C'est la loi d'orientation sur les mobilités, la LOM, précisément, pour son petit nom, étant donné que, en réalité, elle a voulu lutter contre ce qu'on a pu appeler les zones blanches, c'est-à-dire il ne faut plus que dans le maillage territorial, il n'y ait pas d'autorité compétente en matière de transport. Et alors là, en termes de petits noms, on a été un peu plus loin, on n'appelle plus ça les transports, mais les mobilités. Vous voyez, donc au fond, on change un petit peu les choses pour essayer de se passer de la dépendance à la voiture. On l'aura compris. Véritable usine à gaz, disons-le quand même, cette loi et sa mise en œuvre pratique, eh bien, fait que les communes restent évidemment l'échelon auquel on pense le plus vite, mais en réalité, elles vont plutôt être compétentes en matière d'aménagement et ne pas être toujours directement organisatrices des services. Toujours cette problématique des distances et des zones, avec cette fois-ci la notion de bassin de mobilité qui est créée. D'accord. Et puis alors, depuis 2019, si on fait un bilan, vous dites quoi? Il y a plutôt des blocages? Alors moi, je dirais qu'il y a beaucoup de blocages. Beaucoup de blocages, et je vais vous en citer quelques-uns, les essentiels, notamment parce qu'on le sait, elle a été prise, cette loi, plutôt en faveur du climat, avec des objectifs très très exigeant. Interdiction des ventes de voitures à énergie fossile carbonée d'ici 2040, déploiement des véhicules électriques en multipliant par 5 les bornes de recharge d'ici 2022, bon, autant vous dire qu'on ne l'a pas encore complètement vu, et déploiement, évidemment, des fameuses ZFE, zones à faibles émissions. Et on voit bien qu'en réalité, chacune de ces propositions, alors il y en a évidemment d'autres, mais j'ai pris ici les 3 plus emblématiques, qui ont été de véritables bombes sociales, politiques, et il n'y a pas que ça. Il y a eu, évidemment, des malentendus de gouvernance. On l'a dit, communes, intercommunalités, départements, régions, États. Au fond, tout ça a amené à une forte recentralisation en plus. Recentralisation des financements, deuxième problème. C'est-à-dire qu'au fond, la plupart des communes, même de bonne volonté, vont vous dire, eh bien, on manque cruellement de moyens. Promesses de gratuité, etc. On en a parlé, ruralité, urbanité, disparité. Et donc, au fond, on en vient à des blocages politiques, en plus existentiels, des oppositions, vous l'avez dit, qui sont très fortes sur ces sujets. On pourrait prendre, je pense, comme une forme de laboratoire d'essai Paris, avec ces questions de la fin de certaines places de stationnement, etc. Et donc, on se dit qu'en toile de fond, il y a un décalage entre des objectifs très ambitieux, qui sont plutôt nationaux, européens, voire même régionaux, mais que les communes ont du mal à rendre finalement acceptables aux populations. Et donc, j'ai envie de vous dire, c'est un enjeu pour 2026, mais aussi un enjeu crucial et critique, puisque si finalement les communes se mettaient à monter au créneau du ras-le-bol écologique, on n'en serait quand même pas tout à fait sorti. Oui, effectivement, ça fait partie des arguments qu'on a beaucoup entendus, notamment pour critiquer ces ZFE dont vous nous parliez, zones à faible émission. Ce sera le thème de la chronique de Steve Jourdain dans un instant, mais elle était quand même censée, Franck Dersin, redonner ou donner plus de pouvoir aux communes en matière de mobilité. Ça a été, aux communes, aux intercommunalités. Aux intercommunalités, c'est pas la même chose. Et aux régions. Il faut savoir que les régions aujourd'hui, moi j'ai été vice-président transport de la région des Hauts-de-France. Le budget de la région Hauts-de-France, c'est 3,6 milliards d'euros. Eh bien, nous dépensons 900 millions d'euros en fonctionnement pour le transport. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est la convention avec la SNCF pour les TER, c'est 550 millions d'euros par an. Voilà. Et on transporte à peu près 180 000 personnes quotidiennement. Et puis, il y a le car. Les bus, c'est en agglomération. Le car, c'est la région. La région Hauts-de-France transporte tous les jours 212 000 enfants. Les cars font 220 000 km tous les jours.
et ils les transportent gratuitement. C'est tous les enfants qui vont en primaire, au collège, au lycée. Et tout ça coûte 370 millions d'euros. Donc vous voyez, 900 millions d'euros. Et comme vous le disiez tout à l'heure, le billet de train, dans le Hauts-de-France, mais c'est à peu près la même chose dans les autres régions, celui qui achète le billet ne paye en vérité que 27% du coût réel d'un ticket. Donc quand les gens disent c'est trop cher, non, ils ne payent que 27%. Donc ce sont les collectivités qui payent le reste, c'est ça, essentiellement. Voilà. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a une... Oui, Camille. Oui, peut-être réagir sur cette question des collectivités. En fait, on est dans le cas assez classique en France d'un petit millefeuille, on connaît bien. On aime bien faire ça. Oui, on aime bien. Mais donc là, sur la compétence mobilité, en théorie, les intercommunalités peuvent s'en occuper. L'homme dont vous parliez a prévu que si jamais elles ne le font pas, la compétence remonte à la région. D'accord. Donc il y a des endroits où c'est l'interco, il y a des endroits où c'est la région, sauf que c'est pas toujours clair. Et au final, parfois la région, qui sont devenues des grandes régions en plus, il y a en 2015, donc aller s'occuper de la petite desserte, de la petite intercommunalité qui est à 300 km par exemple de Toulouse ou de Bordeaux, c'est quand même pas si simple. Et derrière, il y a évidemment un enjeu financier. C'est qu'elles ont pu prendre des compétences et pendant plusieurs années, elles n'avaient pas la recette qui allait avec en face. Et donc elles se sont battues, c'est pour ça que lors du précédent budget, il y avait eu un versement mobilité régionale, mais les intercommunalités, elles, sont toujours un peu bloquées et disent, bon, nous, on veut bien la compétence, mais tant qu'on n'a pas de ressources pour l'exercer, on est bloqué quoi qu'il arrive. Cette LOM, Marie Huyghe, effectivement, elle avait une ambition environnementale. C'est en grande partie pour ça qu'elle se met en place. Oui, une ambition environnementale. Ceci dit, il y avait un mot qui était relativement absent de la LOM, c'était le mot voiture. Donc il y avait une remise en question de la place de la voiture qui était assez légère quand même. L'objectif de la LOM, c'était le déplacement du quotidien. Donc il y avait un enjeu social aussi, je trouve, plus qu'environnemental. Bon, alors le mot voiture, on va le prononcer, et ô combien dans ce débat, puisqu'on va s'intéresser à ces zones à faibles émissions pour interdire ou restreindre l'accès à certaines métropoles aux véhicules les plus polluants. Alors il y a eu beaucoup de réactions épidermiques, on va dire, on en a choisi une parmi d'autres, celle du coordinateur de la Fédération française des motards, forcément en colère. Ce qu'on ne veut pas, ce sont les ZFE. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va toucher les gens les plus démunis, qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique ou une voiture neuve. Et tout cela devront rester en dehors des villes, assignés à résidence. L'idée, c'est de dire arrêtez de faire de l'écologie punitive et de l'écologie surtout antisociale. Ce n'est pas admissible dans une république comme la nôtre. On ne peut pas laisser sur la touche des gens qui n'ont pas les moyens et surtout les empêcher dans leur mobilité. Et j'accueille de nouveau Steve Jourdain. Rebonsoir Steve. On va commencer par une définition, tout simplement. C'est quoi une ZFE ? Une ZFE, c'est une zone urbaine où la circulation des véhicules les plus polluants est limitée pour améliorer la qualité de l'air. Thomas, concrètement, tout repose sur les vignettes critères. Vous savez, ces fameuses vignettes qui classent les véhicules selon leur niveau de pollution. Sans la bonne vignette à poser sur le pare-brise, on peut être interdit de circulation ou encore verbalisé. Encore faut-il savoir si l'on est concerné. Alors là, c'est pas forcément limpide. Vous voulez dire que la com du gouvernement est mauvaise ? Vous êtes maître de vos propos à sa décharge. Thomas, les ZFE ne s'appliquent pas partout sur le territoire. La loi de 2019 visait les agglomérations de plus de 150 000 habitants, mais aujourd'hui, 25 zones seulement sont réellement mises en place en France. On peut citer plusieurs villes, la métropole du Grand Paris, Toulouse, Bordeaux, Lille ou encore Montpellier. Et alors, est-ce que dans ces villes, les règles sont les mêmes partout ? Non, ça serait beaucoup trop simple. Chaque collectivité fixe ses propres règles, ses propres restrictions. À Bordeaux, par exemple, seuls les véhicules non classés sont interdits, c'est-à-dire ceux qui ont été immatriculés avant 1997. À Paris et en Ile-de-France, ce sont les critères 3 et plus qui sont interdits, mais seulement certains jours et à certains horaires. Et alors, si on ne respecte pas ces règles, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est très, 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 très dommage, Thomas. Mais à Paris, ils ne seront pas sanctionnés, ces véhicules. Récemment, la métropole du Grand Paris a annoncé que dans la capitale, les contrôles resteront pédagogiques jusqu'à la fin de l'année. En d'autres termes, en 2026, aucun automobiliste ne sera verbalisé pour avoir trop pollué. Bon, votre rôle, c'était de simplifier, sauf que ça reste super confus, en fait. Oui, c'est très confus, d'autant plus que les députés ont voté l'année dernière le principe de la
suppression des ZFE. La loi n'est pas encore définitivement adoptée. On en saura plus le 20 janvier, Thomas, date où une commission mixte paritaire se réunira autour du projet de loi simplification de la vie économique. De la simplification, Thomas, on en aura bien besoin en la matière. Effectivement. Merci beaucoup, Steve. Est-ce qu'elles ont été caricaturées, Marie-Louise ? Zone à forte exclusion, par exemple. J'ai beaucoup entendu ça. Ouais, non, en fait, il y a effectivement des grosses limites à ces ZFE, des grosses limites sociales. Le problème de ces ZFE, c'est pour les ménages qui sont effectivement propriétaires de ces véhicules critères 4 et 5, qui sont aussi souvent des ménages qui ont des revenus assez faibles. Et donc, ce qu'on dit, c'est comment ces personnes-là vont se déplacer, puisqu'effectivement, ce n'est pas les ménages qui ont les moyens d'acheter un véhicule électrique. Et ce n'est pas non plus les ménages, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, qui ont le plus facilement accès aux aides qui vont être versées. Néanmoins, il faut quand même souligner qu'on a des métropoles, Grenoble, Lyon par exemple, parce que je connais plus celle-ci, qui ont mis en œuvre des actions extrêmement intéressantes d'accompagnement des ménages, de tous les ménages, y compris les plus précaires, pour les accompagner soit à racheter un autre véhicule, soit à se déplacer sans voiture. Donc je trouve que ces ZFE, elles ont des limites. Néanmoins, c'était quand même une vraie opportunité pour les territoires de s'engager et d'engager des actions extrêmement intéressantes. Et ça mène à des résultats, on le voit à Paris par exemple. Est-ce qu'on n'est pas systématiquement là dans, vous disiez finalement un peu un trop gros procès fait à ces ZFE, mais aussi finalement à ce problème, vous l'avez évoqué, de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que finalement les objectifs, et ils sont nombreux, de la loi de 2019 sont vraiment intéressants, mais on a le sentiment qu'on n'a pas fait la transition comme il se devait. Le problème, c'est que ça prend du temps, en fait, de faire de l'accompagnement. Regardez une ZFE, il faut faire de l'accompagnement via de la communication, de l'information, il faut qu'on la connaisse. Et puis après, il faut faire de l'accompagnement, il faut réussir à toucher les ménages qu'il faut toucher. Or, les propriétaires de véhicules critères 4 ou 5, on ne les connaît pas nécessairement, donc il faut réussir à les toucher. Donc il faut passer par les relais locaux. Il faut aussi que les collectivités mettent en œuvre les actions, trouvent du budget, etc., recrutent des conseillers mobilité. Bref, tout ça, ça prend énormément de temps, en fait. Et le problème, c'est que là, si on squeeze les ZFE, on arrête une dynamique qui était en cours. C'est ça le problème, en fait. Effectivement, avec une question d'un commerçant Laurent à Saint-Nazaire qui nous dit « Mes clients viennent en voiture, maintenant ils vont fuir la zone. Est-ce que la mairie a évalué l'impact économique sur les petits commerces ?» Je ne sais pas, Marie-Solange, si on peut faire un bilan, parce que on a bien compris qu'en fonction des villes, etc., de l'impact positif ou négatif. Alors, il y a un impact positif sur la baisse de la pollution, éventuellement. Et puis, est-ce qu'il y a effectivement un impact négatif qui a été identifié sur l'attractivité commerciale d'un centre-ville où les ZFE sont déployés? C'est très dur à dire puisque justement, comme l'expliquait votre collègue, elles ont été assez peu déployées ou quand elles le sont, en fait, elles ne sont pas réellement appliquées puisque les gens ne sont pas... Il n'y a pas de sanction. Voilà, il n'y a pas de contravention. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est assez contre-intuitif, c'est qu'en réalité, beaucoup d'études montrent que le commerce est redynamisé dans des zones plutôt piétonnes parce que les gens s'y promènent, enchaînent commerce en commerce, alors que quand ils viennent en voiture, ils s'arrêtent, ils font leurs courses, ils repartent et c'est terminé. Et donc ça dépend des villes. Je ne sais pas d'où est originaire votre... Saint-Nazaire, je ne connais pas assez Saint-Nazaire, honnêtement, mais c'est surtout que en fait, les règles ont changé plein de fois. Quand le gouvernement a senti passer un peu le vent du boulet avec les députés, il a annoncé finalement une révision un peu du cadre. C'était peut-être plus obligatoire seulement pour les villes qui dépassaient certains seuils de qualité de l'air, etc. Donc en fait, la réalité, c'est qu'on n'y comprend plus grand-chose. Je vous donne la parole tout de suite là-dessus pour le bilan, mais vous vouliez rajouter quelque chose? Je ne sais pas si c'est le cas à Saint-Nazaire, mais je sais que dans d'autres métropoles, à Tours par exemple, il y a eu aussi une grogne des commerçants qui disaient attendez, les gens ne viennent plus, ils ne consomment plus. Le problème, ce n'est pas qu'ils ne viennent plus, parce qu'on observait au contraire qu'il y avait de plus en plus de gens qui fréquentaient la zone urbaine, mais effectivement, ils consommaient moins. Pourquoi? Aussi parce qu'il y a le e-commerce ou les zones commerciales périphériques. Oui, c'est donc pas seulement parce qu'on ne vient plus en voiture, on ne peut pas se garer. C'est ça, ce n'est pas les nouvelles règles qui posent problème en réalité, ou pas que. Pardon, Franck Dersin, je ne sais pas quel bilan vous en faites, parce qu'il y a quand même, si on se place du côté des opérateurs de transport public, à qui on a promis des ZFE, et donc moins de voitures, et donc plus de business. Il y a une promesse non tenue, quoi. Ils ont investi pour certains quand même pas mal d'argent. Oui, enfin, ceux-là ne votent pas beaucoup, donc ça pose moins de problèmes. D'accord, ok. Voilà, mais non, mais il faut dire les choses telles quelles. D'ailleurs, pourquoi on ne l'applique pas à Paris en 2026? Parce qu'en 2026, il y a des élections. Je ne parle pas simplement de Paris, c'est comme ça partout. En vérité, cette ZFE, c'est quelque chose qui a été mal présenté. Je pense qu'au départ, c'est une bonne idée.
effectivement, comment faire en sorte qu'il y ait en centre-ville moins de voitures polluantes. On le voit bien l'été par moment. Enfin, moi, je vois à Lille, on a des moments où tout est en rouge et où on a un tout petit peu de mal à respirer, où ça picote. Je crois que tout comme on parle de mixité énergétique, il faut en matière de transport parler aussi de mixité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner l'impression qu'on veut tuer la voiture complètement, non. Mais il faut que, par l'action publique, par l'action politique, on montre qu'on favorise la marche à pied, le vélo, la trottinette aussi, selon certaines conditions, le covoiturage, le taxi, voilà, enfin, tous les autres modes doux. Et tout cela, évidemment, demande de l'investissement, demande de l'organisation dans les collectivités locales. Ça prend du temps, ça demande de l'argent, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir demain. Dire que demain, un certain nombre de voitures ne pourront plus rentrer, on ne peut pas le faire de cette manière-là, même s'il faut tendre vers cela demain. Anne Charlène. Moi, il me semble qu'il y a peut-être deux éléments qui font partie du débat et qui sont assez maltraités. La santé publique, c'est vrai qu'on l'a dit, par exemple, la question de la pollution, elle peut entrer en compte, les pouvoirs publics s'en saisissent peu, et au niveau de la commune, c'est pas une compétence communale, donc ça pose aussi des problèmes, et notamment même l'accès aux services de santé. On sait qu'on parle très souvent des déserts médicaux, et ça compte aussi beaucoup dans ce que les Français ont envie d'entendre. Et l'autre point, c'est la sécurité. Si on veut développer les transports en commun, c'est vrai que beaucoup de Français disent qu'au fond, la question de la sécurité publique, elle leur semble pas forcément remplie. Et encore une fois, ici, on quitte le giron des compétences de la commune. Donc, vous voyez qu'au fond, on se rend bien compte qu'il y a peut-être aussi besoin d'une présence de l'État dans ce que la commune gère pour que ça fonctionne complètement. Donc, alors, on va s'intéresser un peu plus aux zones rurales avec cette statistique. La moitié des villages de moins de 1000 habitants sont tout simplement dépourvus de transport en commun. Et évidemment, pour beaucoup de ces habitants, beaucoup d'entre vous, il n'y a que la voiture pour se déplacer. C'est ce que rappelait le sénateur socialiste de Haute-Vienne sur notre antenne, Christian Redon-Sarrazy. La voiture particulière, très souvent, pour se déplacer à l'intérieur d'un département, par exemple, même s'il y a encore quelques lignes de bus ou quelques TER, mais c'est très loin de couvrir l'ensemble des besoins des habitants. L'enclavement est un vrai sujet qui, je pense, est une raison importante qui amène à ce sentiment d'abandon. Alors on parlait des multiples alternatives, Marie-Hugues. Il y a des innovations pour sortir de cet enclavement. Il y en a quand même pas mal. Ça dépend. Alors, innovation technique, je pense que c'est pas vers ça qu'il faut aller. Mais je pense par exemple à des systèmes de covoiturage qui reprennent en fait la logique des arrêts de bus, c'est ça, et avec des endroits où on est sûr qu'on va trouver assez vite une voiture qui va s'arrêter. Oui, de l'innovation organisationnelle, effectivement, des lignes de covoiturage, on a de l'autostop organisé, mais ce vers quoi il faut aller, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, un bouquet d'offres, et puis surtout dans les pratiques individuelles de la multimodalité. Effectivement, l'idée, c'est pas de sortir, d'exclure totalement la voiture. En rural, à mon avis, ça a peu de sens. Par contre, ce vers quoi il faut aller, c'est vers une rupture du réflexe automobile. C'est de dire, on est en rural, donc on se déplace en voiture. La culture mobilitaire en rural, c'est aujourd'hui la voiture. Ce vers quoi il faut aller, c'est vers des citoyens à qui on offre la possibilité de se déplacer parfois en voiture, mais aussi en covoiturage, à vélo, en car, en TER, etc. Et pour ça, il faut travailler sur le développement d'infrastructures, de services et sur un gros travail d'accompagnement, d'évolution des pratiques. Alors, et encore infrastructures lesquelles, par exemple ? Des infrastructures cyclables. Par exemple, en rural, bien sûr. En rural, on a 40% des déplacements qui font moins de 5 km. Oui, donc on peut prendre son vélo. On peut prendre son vélo. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut se déplacer pour tous ses déplacements à vélo. Absolument pas. Mais le vélo a une vraie pertinence, à condition qu'on se déplace dans des conditions, encore une fois, sécuritaires et confortables. Et faire du vélo sur une route départementale avec ses enfants derrière, on ne le fait pas. Évidemment. Donc il faut développer des infras. Et puis des services, c'est des services de bus, quand parfois c'est pertinent, des services de covoiturage. On a besoin d'action publique pour supporter le covoiturage, pour supporter l'autopartage, etc., etc. Et de l'accompagnement, vraiment. Mais là, Camille Selos, c'est pareil, c'est pas seulement c'est même pas l'intercommunalité qui peut financer ça. C'est-à-dire que c'est de quelle strate administrative ça dépend, ces infrastructures dont on parle.
Ça dépend du territoire, là encore, laquelle est compétente, mais vous pouvez faire des choses qui ne coûtent pas forcément des millions non plus. D'accord. Ces entreprises dont on parlait, par exemple, qui proposent du covoiturage un peu organisé, elles disent, en fait, ça coûte pas hyper cher, vous avez déjà des gens qui prennent leur voiture. Il suffit d'avoir vraiment la couche un peu organisationnelle, comme disait Marie, qui est une appli, par exemple, ou qui peut être un repère le long de la route qui montre que là, il peut y avoir un arrêt et plutôt que de tendre le pouce, les gens prennent... et des fois, ça passe par des petites choses qui ne coûtent pas forcément cher, mais c'est un peu de l'ingénierie. Il faut avoir l'idée, il faut coordonner un peu tout le monde et ça, c'est pas si simple. Et peut-être que dans les collectivités, l'un des premiers pas, c'est d'avoir tout simplement quelqu'un qui est dédié à ça. Et on parlait tout à l'heure de chef de projet mobilité, ça peut être des gens qui font ça. Autre chiffre, 21% du budget mensuel des ménages ruraux consacré à la mobilité. Franck Dersin, il y a une forme d'inégalité face à la question des transports. D'ailleurs, à la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand avait réagi avant même le phénomène des Gilets jaunes, puisqu'il avait créé l'aide au transport aux particuliers. C'est-à-dire, il s'était dit, voilà, il y a un certain nombre de gens qui, pour aller travailler, sont obligés de prendre leur voiture. Voilà, c'était l'infirmière, c'était la femme de ménage qui doit partir de son village pour aller nettoyer des locaux. Et bien donc, il avait attribué, et c'est toujours le cas aujourd'hui, une aide pour ces gens qui étaient obligés de prendre leur voiture. Et ça a plutôt bien fonctionné. C'était plusieurs millions d'euros qui étaient redistribués à des gens qui vivaient donc exclusivement en campagne. Après, l'intervention financière, oui, elle doit être conjointe entre la ville, l'intercommunalité, le département et la région. Les régions créent, si vous voulez, autour des gares de TER, des plateformes multimodales qui permettent d'accueillir, je dirais, l'objectif, c'est d'arriver de manière sécuritaire à la gare, à pied, en vélo, en trottinette, en voiture, de manière à pouvoir ensuite prendre le train et aller dans le lieu. Et ça, c'est financé par la région. Après, il faut qu'on développe, les régions s'occupent des lycées, les départements s'occupent des collèges, les villes s'occupent des écoles maternelles et primaires. Eh bien, il faut, dès le collège, encourager les enfants à aller en vélo. Et plus tôt vous ferez du vélo, plus vous en ferez longtemps. Sauf que, effectivement, pour que les parents laissent les enfants aller en vélo... Il faut des pistes cyclables qui soient sécurisées. Exactement. Sauf qu'il existe souvent des tas... On peut avoir 50 km sécurisés, sauf que sur ces 50 km sécurisés, à 3 endroits, il y a 2 km qui ne le sont pas. Donc, il suffit que les collectivités se parlent et se disent, voilà, on va orienter notre argent sur ces quelques kilomètres qui posent problème. Mais est-ce que ça veut dire, Marie-Hugues, que dans les petites communes, un maire peut rien promettre en matière de transport? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il est forcément dépendant des autres, quoi? Alors oui. C'est pas effectivement la compétence mobilité, c'est pas à l'échelle de la commune, c'est à l'échelle de l'interco ou de la région, on l'a dit. Par contre, à l'échelle des communes, il y a des choses que les maires peuvent faire puisqu'ils ont la compétence voirie. Et ils ont aussi la compétence pouvoir de police. Donc par exemple, aménager des zones 30. Aménager des voiries dans le centre-bourg pour laisser vraiment de la place aux piétons et aux vélos, ça c'est du ressort de la commune. Mais effectivement, agir à l'échelle d'une commune, aujourd'hui ça n'a aucun sens. Il faut de la coopération au sein de l'Interco, avec le département, avec la région. Oui, j'ai en tête l'exemple de maires qui étaient confrontés à l'effet des applications qui nous permettent d'éviter les bouchons et qui voyaient des flots de voitures d'un seul coup passer par des petites villes. Ils avaient, là, il peut décider de rajouter un feu, éventuellement des dodanes pour ralentir et faire en sorte que le flux reparte ailleurs. Il y a beaucoup de questions. Merci de participer à l'émission en flashant notre QR code. Par exemple, Brigitte qui nous écrit de Belfort, si on supprime des voies pour les voitures, pour les pistes cyclables, est-ce que ça ne va pas créer encore plus de bouchons? Ça c'est en ville que la question peut se poser ou est-ce que c'est une idée reçue? Alors, ça peut aussi se créer à très court terme en rural, mais il y a ce qu'on appelle l'évaporation du trafic. C'est quelque chose qui a été très documenté par la recherche. Vous, par exemple, en période de travaux ou quand vous fermez un pont, etc., on vous dit horreur, il va y avoir plein de bouchons. Effectivement, à court terme, il faut bien que les voitures partent ailleurs. Mais par contre, l'évaporation du trafic, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on voit qu'il y a tout simplement moins de voitures qu'avant. Pourquoi? Parce que les gens soit passent par ailleurs, mais soit simplement changent leur pratique. Donc au lieu de se déplacer en voiture, ça devient tellement contraignant, ils se déplacent à vélo, par exemple. Donc il n'y a pas forcément plus de bouchons à long terme. Voyons ce que font nos voisins belges ou hollandais.
je veux dire, en termes de temps, il pleut pas moins, il fait pas moins froid ou plus froid. Je veux dire, or, on se déplace énormément en vélo parce qu'il y a eu toute une éducation à la fois des gens, mais également des investissements énormes en matière... C'est l'infrastructure qui crée l'usage d'une certaine façon. Oui, évidemment. Et donc, du coup, ça vaut plus la peine d'aller prendre la bagnole, effectivement. Un petit mot sur les incitations fiscales. La LOM, depuis 2019, devait s'en occuper, mais c'est vrai que la question des frais kilométriques, la question des abonnements, tous ces éléments qui sont remboursés par l'employeur, ou en tout cas, les employeurs publics, privés, là aussi, il y a une énorme disparité et un État central qui ne s'en occupe absolument pas. Donc ça, c'est peut-être un des vœux pieux, peut-être, mais qu'on peut avoir ce soir. Occupez-vous. Le temps a filé très vite. Je vais terminer avec une proposition. C'est celle on a parlé de lui, de Jean-Michel Aulas à Lyon, qui vient de remettre la voiture vraiment au cœur de la campagne. Il y a 2 mois d'élection, il propose la construction d'un nouveau tunnel. Voilà l'article. Sous la colline Fourvière à Lyon, proposition à 2 milliards d'euros. Est-ce que vous diriez, Camille Solos, que c'est un vrai marqueur politique aujourd'hui ? La place dans ces élections, la place de la bagnole, si j'ose dire. En ville, là on revient... Oui, plutôt, il y a quand même encore un clivage droite-gauche assez fort sur le sujet. Alors Jean-Michel Aulas, en l'occurrence, brouille un peu les pistes parce que lui, c'est typiquement la gratuité, en théorie, c'est plutôt une mesure qui est défendue à gauche. La place de la voiture, la gauche est plutôt prudente en général sur ces questions-là. C'est sûr que, en fait, c'est quand même la vie quotidienne des gens. Donc, dès que vous parlez de ça, vous parlez à quasi tous vos électeurs potentiels, soit à ceux qui en ont une et qui craignent de ne plus pouvoir l'utiliser, soit à ceux qui en ont pas et qui peuvent peut-être vouloir qu'elle prenne un peu moins de place parce que la voiture, on l'évacue un peu, mais elle prend encore énormément de place dans les villes. Et ce que je voulais ajouter, c'est que vous parliez tout à l'heure du coût pour les gens, mais on en parle assez peu parce que le politique a pas réussi à avoir de prise sur ça, mais elle coûte aussi de plus en plus cher, non pas parce que le prix du baril de pétrole a augmenté, il est plutôt à la baisse en plus ces derniers temps. Ça va. Mais parce que acheter une voiture coûte une fortune maintenant. Ça coûte plus cher par rapport au salaire moyen d'un salarié. Par rapport à il y a 15 ans ou 20 ans, vous voulez acheter une voiture maintenant, tout le monde quasiment est obligé de faire un emprunt, par exemple. Et donc, quand vous voulez changer de voiture, même si vous êtes un peu écolo, vous vous dites, je prendrais bien une électrique, ou on en achèterait peut-être une autre, mais une seule pour 2. Enfin, en fait, passer ce cap est très, très dur pour les gens. Et là-dessus aussi, il y a peut-être des réflexions à avoir. Comment ça se fait que le secteur automobile, qui fait des voitures de plus en plus grosses, fait aussi des voitures de plus en plus chères, et ça aussi, finalement, ça freine la transition parce que le parc se renouvelle, du coup, difficilement. Marie Huyghe, un tunnel supplémentaire, c'est forcément un afflux majeur, enfin, c'est basique ce que je dis, un afflux majeur de voitures dans la ville, quoi. Complètement. C'est mécanique. Encore une fois, oui, c'est ça, à court terme, encore une fois, on va se dire super, ça va fluidifier, et puis en fait, très vite, on voit que, non, il y a des voitures qui vont remplir le tunnel, et donc des bouchons. Peut-être juste, je vais me permettre d'insister sur un point qu'on n'a pas évoqué. Je voudrais qu'on pense long terme. Toutes les évolutions là, dans les habitudes, toutes les politiques mobilité, elles doivent se mener sur du très long terme. Vous évoquiez la Belgique, on peut évoquer les Pays-Bas, c'est toujours la mecque du vélo, etc. Mais pourquoi ? Mais parce que ça fait plus de 50 ans, 60 ans qu'ils travaillent sur le vélo. Il y a des infras, mais il y a aussi de la culture vélo. Le problème, c'est qu'en France, cette dynamique, et notamment rurale, elle est hyper neuve. Elle a 6 ans, 10 ans dans certains territoires. Et là, l'enjeu, il est énorme pour les municipales, quand même, il faut qu'on en parle, mais si les élus ruraux ne s'engagent pas sur la mobilité, là, en mars 2026, le risque, c'est que la dynamique, elle se casse complètement la figure en rural, et ce serait abominable, et beaucoup d'argent public gâché. Allez, aussi. dernier mot. À Dunkerque, si vous voulez, il y a une nouvelle formule qui est lancée par Patrice Vergrit, le président de la communauté urbaine de Dunkerque. Vous l'avez dit, 20 000 emplois industriels sont créés à Dunkerque. Eh bien, toutes les usines qui se construisent actuellement vont être des usines sans parking. Sans parking. Donc ça veut dire qu'il y a là une union, pas simplement de la communauté urbaine, parce que les gens vont venir travailler même du département du Pas-de-Calais, d'ailleurs, et on va mettre en place des bus, des cars, des points nœuds, où les gens vont venir prendre le transport en commun pour aller au travail. On termine là-dessus. Merci beaucoup et à bientôt sur Public Sénat. Les transports, tiens, il en sera question demain dans notre matinale, puisque le ministre Philippe Tabarot sera l'invité d'Oriane Mancini à 8h du matin. D'ici là, vous pouvez retrouver nos débats sur la plateforme publicsena.fr, nous réécouter en podcast. Passez une très belle soirée sur nos antennes. Ciao.